Et bonsoir Frédéric Mitterrand. Mais je me réveille, là, je suis à moitié hypnotisé. Vous avez vu, ça nous a un petit peu endormis, mais on va essayer de se réveiller pour ce fabuleux livre que vous sortez, un Napoléon III, Victor Hugo, le duel. Je rappelle que vous êtes écrivain, homme de cinéma et de télévision, et bien entendu ancien ministre de la Culture. Alors vous revenez dans ce livre sur le terrible affrontement entre ces deux hommes du 19e siècle et le rapport de fascination qui existe entre hommes de pouvoir et écrivains. Quel était l'objectif premier en fait de ce livre sur ce duel fratricide? L'objectif premier, c'était d'ailleurs d'abord de montrer que l'animosité en politique n'est pas forcément une très bonne conseillère et que c'est un peu dommage qu'il se soit raté en fait. Parce que Victor Hugo est un génie, personne n'en doute. Il est aussi le prophète de la République. Mais Napoléon III n'était pas le voyou ou le maudit que la République a dessiné. Il a commencé par un vol, il a volé la République, il a terminé par un échec terrible, un naufrage qui était Sedan, mais entre-temps, au milieu, il a fait énormément de choses et la France que nous connaissons aujourd'hui a été en partie façonnée par Napoléon III. Et donc c'est un peu dommage qu'ils se soient ratés, surtout qu'ils avaient en fait beaucoup de raisons de se retrouver. Et une des raisons qui m'a poussé à écrire le livre, c'est qu'ils se connaissaient très bien. Ce qu'on ne dit pas dans les livres d'histoire, ce qu'on ne nous raconte pas. Et il y a toujours eu un jeu de séduction entre les deux. Oui, il y a eu un jeu de séduction. Victor Hugo a essayé de séduire le futur Napoléon III, parce qu'on a oublié aussi que Napoléon III a été président de la République pendant 4 ans d'abord. Quand il était candidat à la présidence de la République, Victor Hugo l'a soutenu. Il avait un journal, et un journal qui était dirigé par ses fils, mais en fait c'était son journal, qui a appelé à voter pour Louis-Napoléon. Et puis ensuite, pendant plusieurs années, ils ont joué un peu au jeu du chat et de la souris, à essayer de se plaire l'un l'autre, jusqu'au moment où c'est devenu impossible. Puis alors il y a une autre chose qui est importante, c'est de penser que, en fait, Victor Hugo, qui est quand même le héros du romantisme absolu, tandis que Napoléon III est plutôt un héros romanesque, Victor Hugo a, en vérité, il n'a pas compris véritablement que Napoléon III allait évoluer vers un régime de plus en plus parlementaire. Et une chose qui est tout à fait fascinante avec Napoléon III, c'est que la République ensuite l'a détesté, l'a oublié, l'a plongé dans une sorte d'enfer. On étudie très peu Napoléon III à l'école. Pourquoi? Parce qu'il a failli réussir. Ah oui. Parce qu'en vérité, 3 mois avant la catastrophe de Sedan, il a fait un référendum, un plébiscite, on appelait ça comme ça, et il l'a gagné dans des proportions extraordinaires. Donc en fait, son régime était très enraciné. Et ça, Victor Hugo n'a jamais voulu l'admettre. En revanche, ce qui est certain, c'est que le fait d'être, de dire je suis le dernier, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là à lutter contre Napoléon III, il y a gagné d'abord une réputation formidable. Il y a gagné aussi le fait que quand on se bat contre quelqu'un qui est plus fort, Napoléon III avait le pouvoir à ce moment-là, finalement on se grandit et on devient le vrai interlocuteur. Comme quand François Mitterrand attaquait le général de Gaulle, il n'attaquait pas Chaban-Delmas ou Edgar Faure. Il directement le pouvoir. Oui, il attaquait le plus fort. Et à partir de ce moment-là, vous vous grandissez, vous devenez en vérité son adversaire. Est-ce que Victor Hugo était fasciné par le pouvoir? Est-ce qu'il aurait voulu être conseiller, justement? Alors, il avait été conseiller, c'est ça le grand problème, c'est qu'il avait été conseiller de Louis-Philippe, le souverain précédent. Il était le visiteur du soir, il était pair de France. Pair de France, c'était plus important qu'un sénateur aujourd'hui, ou tout le moins aussi important. Il était à l'Académie française, on le voyait dans les caricatures, on le voyait toujours avec une grosse tête pour montrer qu'il était très intelligent et qu'il bouillonnait de toutes sortes de pensées. Et il était donc très très proche du roi. Et en fait, le régime de Louis-Philippe était celui qui lui convenait le mieux. Il considérait que c'était comme une sorte de république avec une couronne au-dessus. Bon. Alors, évidemment, il a pensé qu'il pouvait peut-être devenir la même chose auprès du futur Napoléon III. Et ça n'a pas marché. Mais d'une certaine manière, le fait que ça ne marche pas, ça lui a rendu service. Parce que pendant toutes ces années où il s'intéressait beaucoup à la politique, il écrivait beaucoup moins. Et en vérité, l'exil qu'il a isolé lui a permis d'écrire ses chefs-d'œuvre. Les Châtiments, les Contemplations, la Légende des siècles, et puis les Misérables. Des grands romans. Vous imaginez que quand les Misérables sont sortis, dans toutes les plus grandes villes du monde, le livre est sorti en même temps. C'est-à-dire, il est devenu l'idole
qu'il allait être jusqu'à maintenant grâce à cet exil. Et d'une certaine manière, sa brouille avec Napoléon III lui a rendu service. Il y a toujours eu cette histoire de duel entre les hommes de lettres et les hommes de pouvoir dans l'histoire de France. Mais il n'y en a pas eu tant que ça, parce qu'en général, les hommes de lettres se laissaient séduire par le pouvoir. Ah oui. Et d'ailleurs, ce qui est frappant avec la période de Napoléon III, c'est que, contrairement à ce qu'on a dit aussi, les plus grands écrivains vivants, en dehors de Victor Hugo, ils étaient proches de Napoléon III. Flaubert allait aux cérémonies de Compiègne. Mérimée, alors Mérimée, c'est quasiment s'il n'avait pas fait sauter l'impératrice sur ses genoux. Et le merveilleux sculpteur, dont le nom m'échappe là pour l'instant, le merveilleux sculpteur qui a fait la danse pour l'opéra, qui a fait quelques-unes des plus belles sculptures du 19e siècle, était proche de Napoléon III. Il y avait une cour très brillante, pas simplement de plaisir et d'amusement, mais d'intellectuels et d'artistes. Et Victor Hugo, évidemment, s'est renforcé aussi en n'étant pas dans ce camp-là, en étant seul contre le pouvoir. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il est bourré d'anecdotes. Oui. En gros, c'est des petites histoires de la grande histoire de France. Oui. On peut le résumer mais en comme même temps, ça fait un tout. Ça fait un tout, exactement. Oui. Comment on se documente pour faire un livre? On lit énormément ce que j'ai fait. Moi, c'est très, très étrange, parce que j'ai en général du mal à écrire. Et là, j'ai écrit pendant l'été dernier, très facilement, parce que je m'étais tellement documenté. Je vivais avec eux depuis 1 an et demi. Et puis, je suis allé dans les lieux aussi où ils ont vécu. Je suis allé à Arenenberg, où le jeune Napoléon III a habité avec sa mère. Et alors là, on a vraiment le sentiment de ce qu'a été son éducation, comment ça s'est passé. Et puis je suis allé à Guernesey, bien sûr, voir la maison de Victor Hugo, qui a été magnifiquement refaite par la ville de Paris et par François Pinault. Bon, j'ai une question un petit peu personnelle. Vous avez eu 10 000 vies, Frédéric Mitterrand. J'ai toujours fait la même chose. À choisir, vous auriez préféré avoir la vie d'écrivain de Victor Hugo ou la vie d'homme politique de Napoléon III? Ça c'est... Eh bien, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre parce que la réponse est dans le livre. La réponse est dans l'hésitation. Je voulais que vous nous donniez un petit peu justement de vie par rapport à ça. C'est une réponse de vous dire que j'hésite encore. C'est une sorte de réponse. Et en vérité, l'hésitation est dans le livre. Parce que je les aime tous les deux. Aimer Victor Hugo, c'est pas trop difficile. Mais vous réhabilitez Napoléon III. Mais j'aime bien Napoléon III, oui. Je lui trouve de très grandes qualités qu'on ne lui a pas reconnues. Et vous savez, quand vous vivez à Paris, quand vous voyez la ville dans laquelle nous vivons, elle a été dessinée par Napoléon III. Et quand vous allez dans beaucoup de capitales européennes, même quand vous allez à Buenos Aires, par exemple, ou à Montevideo en Amérique latine, ce sont des villes qui ont été dessinées par Napoléon III. C'est-à-dire c'est son urbanisme à lui qui l'a emporté. J'ai une dernière question. Moi, j'ai envie qu'on en fasse presque un film de ce duel. Ça pourrait être votre prochain projet, non? Mais oui, mais alors il y a eu une série qui a été faite, qui est passée sur le service public, qui a été très bien faite et qui raconte justement la genèse de cette amitié qui aurait pu naître et qui a échoué. Mais vous savez, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la haine est un ciment aussi fort que l'amour. C'est-à-dire qu'en vérité, ils se détestaient, mais ils avaient besoin l'un de l'autre. Et Napoléon III, lui, était peut-être plus chevaleresque que Victor Hugo, parce que Victor Hugo le traitait de pourceau indigne, etc. Et Napoléon III lisait ça à son entourage en disant « Ah, quand même, il exagère, mais quel talent !» Et tout ça, c'est à découvrir dans ce superbe ouvrage. Merci beaucoup. Frédéric Mitterrand d'être venu. Je rappelle le nom de ce livre, Napoléon III, Victor Hugo, le duel. C'est sorti aux éditions XO. Merci d'être venu sur TV5 Monde.